Disparaître pour Glow Up c'est devenu gênant et je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche plus. Avant, tout le monde disparaissait pendant 6 mois pour se consacrer à un business en ligne ou pour aller à la salle et sortir de cette phase de skinny fat. Maintenant, beaucoup de gens disparaissent après avoir vu des TikTok de motivation à 3h du matin et parce qu'ils voient des gamins de 15 ans devenir plus riches qu'eux grâce au dropshipping et gagner 10K par mois, un truc comme ça. Mais cette méthode ne fonctionne plus. La plupart des gens n'obtiennent pas les résultats attendus et certains tombent même en dépression, perdant ainsi leurs contacts sociaux. Lui, c'est Squeezie. Il a raconté l'histoire de Tomoaki Hamatsu sur sa chaîne YouTube, un japonais qui est resté nu dans une baraque pendant des mois pour une émission de télé-réalité car ça rapportait un max de moula à la prod. À force de rester seul, il a perdu ses capacités à s'exprimer et a mis du temps à s'en remettre. Ce type d'isolement est néfaste et c'est pourquoi on va voir dans cette vidéo comment faire un isolement de qualité, magnifique, et faire un comeback juste extraordinaire lors de ton retour, dans quelques mois. Toji Fushiguro, Madara Uchiwa, Tai Lung, Dark Maul, Vegeta ou encore Aomine, tous sont des méchants puissants et charismatiques dans leur propre série. Et tout le monde veut leur ressembler. Non pas parce qu'ils sont puissants, mais grâce à leur charisme, à leur badassitude, ce qu'on admire chez eux. Ces personnages ont des caractéristiques que même les héros principaux de leur série n'ont pas. C'est pourquoi oublie les vidéos de 3-4 minutes sur ce sujet, sur le villain arc, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et prends des notes de celle-ci car je vais t'expliquer tous leurs secrets, comment leur ressembler, et comment justement devenir un mec badass et réussir ton comeback. Non, plus sincèrement, prends le temps de voir cette vidéo car elle est emplie de valeurs que tu ne retrouveras normalement pas ailleurs. J'ai fait en sorte qu'il y ait quand même des petites nouveautés dans justement la niche du dev perso. Héraclite, un philosophe grec ayant vécu à Éphèse 500 ans avant Jésus-Christ et ayant influencé des randoms comme Platon, Aristote ou encore Nietzsche, affirmait que sur 100 hommes partant en combat, 10 ne devraient même pas être là. 80 sont juste des cibles, 9 sont les vrais combattants, et nous sommes chanceux de les avoir car ce sont eux qui font la bataille finalement, mais un seul est un vrai guerrier. Et nous, notre but est justement de devenir ce guerrier, et tout cela commence par se déconstruire pour se reconstruire correctement. Carol Dweck, experte en motivation et en psychologie, explique dans son livre la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance. Ceux avec un état d'esprit fixe croient que leurs capacités sont immuables, ce qui les limite. Elles pensent que leur potentiel est limité et ont souvent peur de l'échec et de sortir de leur propre zone de confort. Cela les conduit à se complaire dans une fausse sécurité, comme un travail de 9 to 5, en rêvant juste d'une petite augmentation. Même s'ils sont talentueux dès la naissance, ils finissent souvent par se faire dépasser par justement ceux qui travaillent dur. Et de l'autre côté, on a ceux avec un état d'esprit de croissance, un growth mindset comme ils disent. Ces personnes croient que leurs compétences peuvent se développer grâce à l'effort, la stratégie et justement l'apprentissage continu. Elles voient le potentiel d'amélioration et aiment relever les défis. Elles travaillent dur, et sans doute plus dur que nous tous ici, et avant tout, ils ne se soucient surtout pas du regard des autres. Et toi justement, il faut que tu adoptes cet état d'esprit-là. Il faut que tu sois celui qui travaille dur et pas forcément le génie qui se repose sur ses acquis. Les exemples flagrants sont justement dans Naruto où il y a toujours une opposition entre un élève qui est éclaté au sol mais qui travaille dur et quelqu'un qui est un génie dès la naissance, qui a des facultés, un clan où il est directement chaud. Donc ça c'est par exemple Naruto Sasuke, enfin bon l'exemple voilà, mais Naruto et ceux qui travaillent dur, Sasuke le génie, ou bien Neji et Rock Lee, Gaimaito, Kakashi, enfin bref, la liste est longue mais on veut justement devenir celui qui travaille dur. Même si les génies travaillent dur aussi, mais moi, vu qu'ils ont un petit talent de base. Donc adopte ce growth mindset pour avant tout réellement croire en ton ambition. Pour obtenir ce que vous voulez et gravir les échelons sur votre Kaizen Path, il faudrait être obsédé par votre ambition. Vous vous rappelez de la citation d'Héraclite? Sinon, c'est terrible, ça veut dire que tu prends pas de notes, ça casse les couilles un peu. Bref, nous notre but c'est justement de devenir ce guerrier. Mais pour l'instant, tu as seulement un bon état d'esprit prêt à décupler tes capacités. Néanmoins, toute personne qui accomplit de grandes choses ne pense qu'à une seule chose. Et c'est ce qu'ils appellent l'essentiel. Tous tes méchants préférés ont un but tellement fort qu'il en devient presque leur raison de vivre. Et il faut que tu deviennes cette personne déterminée qui n'accepte pas qu'on se mette en travers de son chemin. Cette obsession boostera exponentiellement ta motivation et te poussera à accomplir ce que tu désires en un laps de temps réduit. Prenons certains exemples de vilains qui ont justement accompli de grandes choses à cause de cette obsession. Depuis sa défaite contre un Saiyan hiérarchiququement inférieur à lui, en l'occurrence ce type-là que tout le monde appelle Goku, mais personne ne sait vraiment qui c'est, je l'ai jamais vu, que voilà.
Vegeta a commencé à travailler d'arrache-pied afin de surpasser son rival. Il est devenu ce guerrier qui vit Goku, mange Goku, boit Goku, chie Goku, il fait tout Goku. Et c'est pareil pour Dark Maul qui, suite à l'épisode 1 de Star Wars, oui parce que pour ceux qui savent pas, il n'est pas mort à ce moment-là réellement, il y a toute une suite avec Clone Wars et Star Wars Rebels, enfin bref, ce dernier n'a eu qu'une seule chose en tête, se venger. Il a vécu 10 ans dans une déchetterie avec une seule obsession, Obi-Wan Kenobi. Ou prenons encore l'exemple de Tai Lung, qui a toujours voulu être le guerrier dragon et voulu être reconnu par Shifu. Ou similairement Moro dans Ninjago, qui croyait désespérément pouvoir devenir le ninja vert suite aux entraînements de Sensei Wu. Bref, il y a plein d'autres exemples, mais les principaux se tournent autour de 3 facteurs que nous venons de mentionner, qui sont justement le dépassement de soi, avec Kaimaito, Vegeta, Naruto, la vengeance, donc ça c'est vraiment vilain, mais c'est Dark Maul, Sasuke, Guts pour citer un protagoniste, ou encore la reconnaissance avec Tai Lung, Moro, ou n'importe qui dans la vraie vie, ça pourrait être quelqu'un qui vous a déçu, enfin bref, vous voulez la reconnaissance de quelqu'un. Il y a encore un autre facteur dont je ne mentionnerai pas dans cette vidéo, enfin je n'en parlerai pas plus en détail, c'est ceux qui ont un objectif tellement inqualifiable en fait, c'est tellement disproportionné que ça englobe pas seulement eux-mêmes mais toute l'humanité entière, comme par exemple Madara ou Thanos qui Madara veut justement plonger le monde de Naruto dans un Tsukuyomi infini, ou bien Thanos qui veut éradiquer la moitié de la population, enfin bref, c'est tellement gros que c'est pas ce qui nous intéresse, parce que nous, afin d'être obsédés par notre objectif, il faut qu'il soit centré sur nous-mêmes, comme dans Blue Lock. Ou par exemple, cela pourrait être d'avoir le physique de Toji, qui est franchement un physique mais on point, ou bien lire un livre par semaine. Si tu cherches à accomplir quelque chose pour quelqu'un d'autre, ton avancée sera plus lente car ton ego ne te boostera pas à te surpasser. Et ça justement dans Blue Lock, les personnages qui ont un ego ou un objectif qui est axé sur eux-mêmes et pas sur quelqu'un d'autre, ce sont ceux qui se démarquent, que ce soit dans les équipes, ou bien ce sont les MVP, les personnes qui marquent le plus de buts, comme Barrow, Nagi, Isagi, tous les personnages principaux, ils ont un objectif axé sur eux-mêmes, ou Rin, devenir le meilleur, enfin bref. Si vous avez vu Blue Lock, vous voyez de quoi je parle. Tandis que les personnes qui se concentrent sur l'équipe dans sa globalité, ou bien qui ont besoin de quelqu'un pour réussir, comme par exemple Reo qui a besoin de Nagi pour réussir, on ne s'améliorera pas autant que Nagi justement qui veut devenir meilleur mais que pour lui-même. Donc assure-toi que ton ambition devienne une obsession et qu'elle soit assez concentrée sur toi-même pour driver ta motivation sur le long terme. Attention néanmoins, petit disclaimer, parce que des fois il y a des fous dans les commentaires, ou bien juste dans la vraie vie, il faut pas devenir fou justement par cela, sinon ça peut avoir des conséquences terribles. Donc nous justement on cherche à s'inspirer des meilleurs et de ceux qui réussissent, mais il ne faut pas affaiblir sa santé mentale pour autant. Et j'aime bien dire que le succès est une danse, il faut savoir modérer et dominer justement cette partie, ce monstre en eau, ça on en reparlera plus tard, mais c'est comme dans La Casa de Papel, le professeur qui explique que la négociation, donc ça c'est un exemple, enfin c'est une analogie un petit peu gaze, mais pour illustrer mes propos je trouve ça pas mal, qui dit que pour la négociation c'est comme manœuvrer un cerf-volant, il faut pouvoir donner juste assez d'informations au début, mais ensuite avec la main gauche, enfin se bloquer. Peut-être que vous voyez pas trop ce que je veux dire, mais en gros il faut savoir ne pas vraiment aller à fond, ne pas devenir fou à cause de son ego ou de son obsession. Non. Mais il faut que ça nous motive et que ça nous booste à nous surpasser. Et ça en général c'est après une défaite. Sur les réseaux sociaux ils disent que c'est la naissance d'un vilain, comme par exemple Mbappé quand il a perdu en 2022 contre justement l'Argentine. Et bien après ce match là il était désespéré, Macron l'a soutenu, bon bah voilà. Mais c'était la naissance d'un vilain et c'est justement ça, cet ego là, cette envie de victoire qui finalement devrait nous motiver pour nous surpasser et réussir notre comeback. Ou bien comme autre exemple dans le foot, on aurait encore CR7 qui se persuade tous les jours qu'il deviendra le meilleur pour justement finalement le devenir. Donc il faut utiliser cette obsession finalement un peu comme une loi de l'attraction. Il est vital que tu saches manier ces outils correctement car ce sont des lames à double tranchant, alors prends garde. Waouh, je sais que pour l'instant tu sais pas trop ce que c'est le monodéisme, mais je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, du moins sous un autre nom. C'est en fait cet état de concentration sans faille pour être productif et accomplir un maximum de travail en peu de temps. Donc en gros c'est le flow. Mais personne ne te parle vraiment des secrets pour y arriver ou de comment utiliser ça de la manière la plus productive possible. Dans le livre Le Personal MBA,
écrit par Josh Kaufman, je crois. L'auteur parle d'un concept nommé le monodéisme, qui est en fait l'ancêtre du flow. En psychologie, on définit cela comme étant un état d'esprit qui concentre toute son activité autour d'une seule idée. On parle aussi de la domination de la conscience par une seule idée, caractéristique de l'hypnose, de la suggestion, de certains états seconds hystériques, mais aussi des états passionnels. La mention d'hypnose n'est pas anodine. En 1975, Mihaly Csikszentmihalyi, je pense avoir écorché son nom, mais bon, c'est pas simple à dire, je vous l'affiche de toute façon. Voilà. Psychologue hongrois et américain a démocratisé le concept de flow. Il le définit comme étant un état de conscience profond, optimal, où nous nous sentons au meilleur de notre forme et lorsque nous sommes très performants. Et nous avons franchement tous déjà vécu cette sensation. Que ce soit en faisant du sport sans voir le temps passer, ou bien encore quand on travaille sur un projet ayant une deadline imminente, ou un travail pour l'école, tel que écrire un texte avec une concentration extrême. Cet état nous enferme dans notre propre bulle et permet d'accomplir une quantité de travail sans que nous nous rendions vraiment compte de ce qu'on fait justement. Cet état est très répandu dans les animés de sport, comme justement Blue Lock ou Kuroko no Basket, où on parle plutôt d'être dans la zone. Ce terme vient du mot flux, où certaines personnes se sentent guidées par le courant, comme dans une rivière. Pour entrer dans la zone, il faut d'abord éliminer toutes sortes de distractions autour de nous. Et là, je parle justement des distractions visuelles, mais également auditives, telles que le téléphone, les appareils sonores, enfin bref, peu importe, les messageries, les notifications, tout ça, paf, c'est ciao, 3 points. Et il faut qu'on ait juste un environnement organisé et clean autour de nous. Ensuite, il faut vider son esprit et éliminer les conflits intérieurs que nous avons, afin d'être entièrement focalisé sur le moment présent. Et enfin, avant tout, il faut se défouler, comme ça après on peut travailler dur, parce que ça prend généralement entre 10 et 30 minutes avant d'être dans cet état de concentration optimale. Du coup avant, faites du sport, faites des répétitions, allez courir, faites quelque chose, et ensuite vous reviendrez, et il devrait être temps d'entrer justement dans cette zone. Donc d'ici là, libère-toi et reviens avec une volonté de travailler florissante. Ce qui est sûr, c'est que cette technique permet d'achever énormément de travail en peu de temps. Je te recommande de regarder ma dernière vidéo si tu veux justement des détails sur comment être plus productif, notamment pendant les vacances en ayant une bonne routine et tout. Ce sera affiché là sûrement. Moi je trouve ça pas mal et du coup bah n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner si tu kiffes aussi. Voilà, on essaie de faire des trucs un petit peu clean, même si je suis un peu surexcité, ouais, c'est le mot. Il faut pas se méprendre. Et même si j'ai écrit ces vidéos en étant dans la zone, ça m'a quand même pris plusieurs semaines, du coup, de la reconnaissance, bah ce serait cool. Mais reprenons la vidéo. Alors travaille dur comme Kobe Bryant, jusqu'à pas d'heure pour devenir justement le meilleur. Surpasser les autres et faciliter ton entrée dans la zone. Toute personne ayant accompli de grandes choses entre dans la zone. Que ce soit Kobe lorsqu'il a marqué 81 points à un match, ou bien un trader qui analyse les marchés financiers, ou encore Flash McQueen avec son... Et bah ouais, là il se concentre pour justement aller dans la zone après. Le prochain module est de bien performer. Le guerrier que tu aspires à devenir est maintenant convaincu qu'il peut toujours s'améliorer. Il est motivé par une obsession qui est juste florissante également, mais il manque encore certains aspects pour devenir indétrônable. Bien que tu aies achevé à une immense quantité de travail en un temps record, il est possible que tu aies laissé des erreurs ou des incohérences dans ton travail. Des petites inepties, des petites coquillettes comme ça, des petits... Ouais, j'ai pas le mot. des fautes d'orthographe, je veux dire ça n'a rien à voir, mais bon. La plupart des vilains préparent des plans machiavéliques pour revenir en puissance, et les bourrins qui foncent directement dans le tas dès leur retour, ils se font allumer en général dès le début. Pour réussir à disparaître et revenir grandi de cette expérience, il faut que tu apprennes à te créer ton propre plan d'action. Une stratégie aussi bien ficelée qu'une partie d'échecs. Et c'est comme pour la salle de sport. Sans plan d'entraînement, tu seras pas régulier, tu ne sauras pas quelle séance faire ou à quel moment faire quel exercice. Ou bien dans le business, si tu n'as pas de business plan, tu vas également encore t'égarer et tu ne sauras pas quoi faire, à quel moment, et ça c'est juste terrible parce que du coup on n'est pas productif. Prenons par exemple Seijuro Akashi dans Kuroko no Basket qui adopte le basketball comme une partie d'échecs et est imbattable sur le terrain. Carrément même son coach le laisse faire. Il adopte tout ce qu'il entreprend comme une partie de shogi, qui sont en fait les échecs japonais, mais ça revient au même, parce que dans tous les cas il y a une ouverture, un middle game et un endgame. C'est très théorique, c'est vraiment les parties d'échecs sont abordées comme ça. Chaque pièce n'aura pas la même importance que ce soit au début ou à la fin. Et si tu skippes quelque chose dans ta journée qui est justement écrit dans ton plan d'action, c'est comme si tu jouais avec une pièce en moins. Sauter une étape affaiblit tout et c'est comme justement si tu perdais une pièce sur l'échiquier. Ce n'est pas un sacrifice, mais c'est vraiment juste un blunder. Ouais, pour ceux qui voient les termes aux échecs, voilà. Moi je connais les ouvertures. Rui Lopez, sicilienne et tout, moi je gère.
Le gars qui veut prouver mais qui prouve mal. Dans tous les cas, il faut que tu saches d'où tu pars et où tu veux arriver. Si tu ne connais pas tes caractéristiques actuelles, que ce soit pour la salle de sport, enfin le sport également, ou bien les finances, tu ne sauras pas si arriver là où tu veux est réellement possible en le laps de temps que tu te donnes. Il faut également que tu connaisses ta destination. Ton objectif doit être SMART, S-M-A-R-T, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Il faut que tu organises tout cela via des outils de gestion de projet. Donc moi j'utilise Notion comme beaucoup de personnes, ou bien Trello, Asana, ou juste une to-do list comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo, ou un calendrier, qui justement témoigneront de l'avancée de ton projet. Par ailleurs, l'endroit où tu travailleras doit également te convenir et te motiver. Par exemple, Vegeta s'entraîne dans la salle du temps pour plus de difficultés et Aomine à l'extérieur car l'entraînement est un endroit qui l'agace. La salle d'entraînement, il peut pas. Cet environnement de travail les motive car ils savent ce qui en résulte derrière. Cela ajoute une pression en plus, que ce soit les matchs, les objectifs personnels, pour le business, bref. En bref, si tu veux un bon physique, va à la salle ou bien fais les bons exercices avec les bonnes stratégies. Si tu veux gagner de l'argent, fais-le, mais là où tu te sens bien, et en ayant un business plan clairement défini ou bien en ayant assez de compétences dans le domaine en question. Ajoute une pression constante sur toi-même comme si tu devais marquer un penalty. C'est ce qui créera ta confiance et forgera tes réactions pour les futures galères. Et en parlant de galères, il arrivera un moment où tu te démotiveras, c'est sûr. Même si tu es extrêmement motivé, au bout d'une semaine, d'un mois ou quoi que ce soit, il y aura un moment, paf, une belle baisse. Écoute, c'est normal, mais il faut savoir se ressaisir. Donc même si ta motivation semblait initialement inébranlable, il faut que tu vois comment surmonter cette baisse de motivation en prenant justement tout personnellement. Tu prends tout à cœur et tu reposes la faute que sur toi-même. C'est un principe que j'ai justement découvert, un principe central du stoïcisme qui s'appelle la dichotomie du contrôle. Selon cette philosophie, il est crucial de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. On parle notamment des actions, également des résultats. Donc ce qui dépend de nous, comme par exemple nos jugements, nos désirs, nos aversions, nos actions ou encore nos réactions, et ce qui ne dépend pas de nous, ça pourrait être par exemple les événements météorologiques extérieurs, le résultat de mes efforts, les actions des autres, juste tout ce qui est des événements que nous ne maîtrisons pas. Comme par exemple un vol en avion, on n'est pas maître de notre destin. Si le conducteur est bourré, c'est la hesse, mais on n'y peut rien. En prenant tout personnellement par contre, tu renforces ton contrôle sur tes réactions et tes attitudes, même face à ce qui semble être hors de ton contrôle. Adopter cette mentalité t'encourage à voir chaque défi comme une opportunité de croissance. En assumant la responsabilité totale, même du vol, tu dis c'est de ta faute, tu maximises ton engagement à améliorer ce qui dépend de toi, tes actions et ta perception des événements. Et cette philosophie trouve également son écho dans le bouddhisme, où l'on enseigne que la souffrance et les défis sont des parties intégrantes de la vie, des opportunités pour pratiquer la patience, la compassion et la sagesse. Le Bouddha a enseigné que les difficultés sont des occasions de comprendre la nature impermanente et interconnectée de la vie, nous incitant à cultiver des qualités intérieures positives. Par ailleurs, certaines traditions spirituelles considèrent que les étapes ou les obstacles qui nous sont directement envoyés dans la tronche sont des épreuves de la vie ou des messages ou des tests envoyés par une force supérieure, Dieu en gros, destinés à renforcer notre résilience et notre foi. En fait, voir des obstacles comme des messages divins nous pousse à transcender nos limitations et à trouver un sens plus profond dans nos expériences. En combinant ces perspectives, tu peux transformer chaque défi en opportunité pour développer tes compétences, ta résilience et ton bien-être spirituel. Prendre tout personnellement devient alors un moyen de s'approprier pleinement son chemin de vie et de croître à travers chaque expérience. Prenons par exemple Light Yagami dans Death Note, vous connaissez sûrement, c'est sûr, qui prend tout personnellement et notamment la responsabilité de créer un monde meilleur en éliminant les criminels. Bon, lui il en a le pouvoir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il voit chaque obstacle, y compris par exemple l'enquête de Elle et tous les problèmes qu'il a face à la police finalement, comme un défi à surmonter pour atteindre son objectif de justice. Encore d'un autre côté on aurait Thanos, croyant fermement que l'équilibre de l'univers repose sur ses épaules. Il prend personnellement la mission de réduire la population de moitié, voyant chaque opposition comme un test de sa détermination et de son devoir cosmique. Évidemment, on aurait l'autre exemple que j'ai cité avant, Madara, cherchant à plonger le monde des shinobi dans une illusion pour mettre fin à la souffrance de tous les ninjas. Ces trois personnes-là font justement en sorte que
tout le poids de l'univers est sur leur épaule et que s'ils échouent, ce sera de leur faute à eux seulement. Ils ont un peu finalement ce devoir de ramener l'équilibre dans la force, si vous voyez ce que je veux dire. Donc toi aussi tu peux utiliser ce principe, mais pour la bonne cause. Veille juste à ne pas devenir fou comme eux, ce qui raisonnablement est assez faisable, on va pas se mytho. Et cette gestion de son côté obscur est justement le prochain chapitre de cette vidéo, qui est de dresser le monstre qui sommeille en toi, encore un concept repris de Blue Lock, mais extrêmement important et réel. Les monstres que nous avons en nous, les plus dangereux, sont sans doute les plus sages et réfléchis. Ils écoutent, ils analysent, et nous, on doit justement dompter cette créature qu'on a en nous, en l'utilisant au moment les plus opportuns. Dans Blue Lock, certains personnages possèdent un monstre terrifiant en eux, et en le cultivant, en le nourrissant, en le changeant, ce dernier les aide à accomplir ce qu'ils veulent. Et l'exemple parfait n'est pas un antagoniste, mais c'est Naruto, qui, bien que ce soit pas un antagoniste, Kyuubi, Kurama de son vrai nom, était initialement un méchant renard à 9 queues qui terrorisait le village de Konoha. Et au tout début, Naruto ne parvenait pas à le maîtriser et le monstre prenait le contrôle de sa psyché. Et c'est justement ce qu'on cherche à éviter, sinon les conséquences sont désastreuses. Mais après son entraînement avec l'ermite Panette, je crois que vous voyez de qui je parle, il est parvenu à dompter Kurama, lui disposant d'une force et d'un chakra remarquables. Ce concept de dompter son monstre et son énergie s'apparente aussi à des personnages comme Toji Fushiguro et sa bestiole sur l'épaule. Lui par exemple justement quand il combat, ça devient un monstre et il entre dans la zone, mais il est quand même conscient de ce qu'il fait, pas comme Naruto qui devient fou en fait tout simplement parce qu'il n'a plus le contrôle. Et par exemple c'est justement dans le sport, ce monstre nous sera incroyablement utile et nous fournira une force supplémentaire pour exceller et maximiser la productivité. Pour faire simple, pour avoir le meilleur monstre possible, votre monstre doit être David Kogi, en gros. Il doit vraiment être un rock, un Stelix, voilà. Carl Jung, l'une des figures les plus influentes de la psychologie analytique, met en lumière son concept de l'ombre, une partie fondamentale de la psyché humaine. Elle représente ces aspects de personnalité que nous sommes incapables de reconnaître et d'accepter en nous-mêmes, influant des émotions que nous ne voulions pas reconnaître, qu'elles soient positives ou bien négatives. Ce sont des qualités que nous nous cachons dans notre propre inconscient, d'après la philosophie jungienne. En d'autres termes, il faut accepter ces aspects sombres et les utiliser à de bonnes fins, comme par exemple Mace Windu dans Star Wars, qui utilise le côté obscur ou qui s'en rapproche sans pour autant plonger dans le côté obscur. Donc il utilise la haine comme on le voit contre Dark Sidious, mais il ne pénètre pas dans le côté obscur. Du coup ça reste clean. Mais cela lui confère un pouvoir encore plus puissant. Le pouvoir conféré par cette puissance est trop souvent négligé et bien utilisé, on pourrait devenir aussi badass que Batman par exemple. Cela mène à une plus grande connaissance de soi et à de l'authenticité, ainsi que finalement l'acceptation de soi-même. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais on pourrait parler un peu plus fréquemment de concepts spirituels, parce que moi j'apprécie ça, je suis pas un pro, et franchement cette vidéo, bon certains la prendront pas au sérieux sûrement, mais d'un côté, moi aussi, j'ai déjà eu cette sensation d'avoir un monstre en moi-même, et des fois, je sais pas comment, mais j'entre dans la zone, ou bien je suis extrêmement concentré dans un sport, c'est surtout dans le sport que ça arrive, et je deviens juste un rageux parce que j'ai pas envie de perdre. Du coup, ça un petit peu, ça se rapproche de ce concept de monstre, finalement. Et c'est un petit peu ça que j'entends derrière ça, parce qu'on n'est plus le même, mais on cherche justement à accomplir notre objectif et réussir à gagner le match, comme dans Blue Lock. Dans Star Wars, les méchants utilisent et acceptent justement ces qualités cachées pour obtenir ce qu'ils veulent. Dark Maul par exemple utilise la haine, le comte Dooku utilise le mépris contre les Jedi, enfin bref, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sites, mais les pouvoirs sont infinis dans le côté obscur. Mais il faut avant tout s'accepter et dominer ce monstre, sinon il ne sera que dévastateur et nous précipitera droit vers l'échec. C'est comme si on sacrifie la reine aux échecs, c'est vraiment la S après. Et cela nous amène au dernier chapitre de cette vidéo que j'appelle le paradoxe de l'échec. Ce n'est pas le vrai nom, mais je trouvais ça judicieux de l'appeler comme ça parce qu'en fait l'échec peut soit nous mener vers la détermination, donc la force de se relever, ou bien vers l'abandon. Et étrangement, ces deux options nous offrent des perspectives intéressantes. Le chemin principal pour réussir après un échec est de se relever chaque fois, comme par exemple on peut prendre le cas de Jack Ma qui fonctionne justement pour les deux exemples. C'est le fondateur d'Alibaba
et il est souvent perçu comme un petit peu un antagoniste dans le monde des affaires. Jack Ma a été rejeté 3 fois par Harvard, 10 fois par le KFC et 3 fois par son lycée. Lorsqu'il a postulé chez McDonald's, 24 personnes ont postulé et 23 ont été acceptées, ce qui est franchement pas mal. Mais celui qui n'a pas été accepté est justement Jack Ma et c'était le seul. Donc là on peut voir qu'il a été persévérant et qu'il a envoyé son CV à plusieurs entreprises afin de se faire engager. Mais finalement, cette détermination l'aura tout droit mené à l'échec. Parce que parfois, persévérer sur le même chemin n'est pas la bonne solution. Jack Ma aurait pu continuer à postuler, mais il a choisi de prendre un autre chemin. Il a abandonné certaines aspirations pour en embrasser de nouvelles. Cette capacité à pivoter de chemin et rediriger ses efforts vers autre chose, c'est ce qui lui a permis de créer justement Alibaba ou AliExpress que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce paradoxe de l'échec nous enseigne que chaque revers porte en lui une leçon précieuse. La détermination et la persévérance sont essentielles, mais la capacité de reconnaître quand il est temps de changer de direction est tout aussi cruciale. Et ces mots-là sont très importants. L'échec peut donc être un guide nous orientant vers des voies inattendues, mais plus souvent alignées avec notre véritable potentiel. Un exemple parfait de détermination est la Team Rocket, qui dans chaque épisode de Pokémon, bref, ils reviennent toujours, ils veulent attraper Pikachu, ils échouent, et puis voilà, c'est ça, toute la série. Mais bon, tu connais déjà. Ce sont les échecs qui forgent notre motivation, ou alors cela nous fait entrer dans un nouveau villain arc, comme Mbappé quand il a perdu contre l'Argentine, comme on l'a vu. Enfin bref, le paradoxe de l'échec nous rappelle que chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. La clé réside dans la capacité à apprendre et à tirer un apprentissage de chaque échec, à pivoter également et à persévérer en transformant chaque revers en tremplin vers une nouvelle réussite. Pour conclure, pour réussir son revenge arc, comme on pourrait dire, ou bien son comeback, il faudrait trouver une motivation profonde, cultiver une obsession, accepter les défis, nourrir ton monstre intérieur, bien performer et être organisé, dépasser tes limites et finalement apprendre de tous tes échecs. Et ça, ce sont des valeurs que tous les méchants, même si ce sont des vilains, partagent en eux-mêmes et c'est comme ça qu'on pourra devenir le guerrier dont parlait Héraclite ou cette personne respectée. On ne sera plus un underdog, un outsider, mais on sera vraiment un MVP. Donc là, il y a beaucoup d'exemples dans le sport, mais ça peut être dans le business ou n'importe quoi. Ce sont des choses que moi-même j'utilise et qui m'ont déjà servi dans pas mal de contextes. Il faut que tu te rappelles que tu es le protagoniste de ta propre histoire. Et tu n'as pas gagné une course de spermatozoïdes pour rien. Je sais, là on est en arène, mais enfin bref, t'as capté. N'ayez pas peur de dompter votre côté obscur pour y arriver. En tout cas, on se retrouve dans 6 mois lors de ton comeback pour ça. Ou sur le laps de temps que tu me diras dans les commentaires si tu appliques ces conseils. Ou si vraiment tu veux revenir beaucoup plus fort finalement. Et revenez justement me dire en commentaire si vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Ou bien lorsque vous reviendrez lors de votre comeback, comment vous serez, comment vous vous sentirez. Et quel état d'esprit vous aurez. Comme ça on pourra en discuter et c'est juste magnifique. C'est tout ce qu'on adore ici, le self-improvement et le Kaizen Path. Donc bref, sur ce, très bonne journée. Très bonne soirée. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou liker pour du soutien. Et puis, si vous voulez d'autres contenus comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je pense que les prochaines vidéos seront un petit peu plus cinématographiques. Parce que je trouve ça cool et j'ai pas envie de faire comme cette vidéo vraiment dopamine comme ça, extrêmement rapide à la MrBeast. Non, on va essayer d'être un peu plus posé. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée, une très bonne journée, une très bonne soirée, une bonne matinée, tout ça. Et on se revoit dans la prochaine vidéo avec grand plaisir. C'était Suji. Peace. Intro, les gros youtubeurs.